avec nos genoux qui tombent, comme on dit en tunisien. Il ne faut pas qu'on abandonne. Les politiques nous ont montré, et les partis, Mohamed Hamdi s'est beaucoup battu dans le dialogue national pour montrer que quand certains journaux, même dans certains pays que vous connaissez bien, disaient que c'était fichu à Tunis, eh bien, ils sont arrivés à obtenir le consensus nécessaire. Il y a une constitution à Tunis qui ne plaira jamais à 100% à chacun et à chacune d'entre nous. Chacun et chacune d'entre nous trouvera à redire. Mais quand il a fallu passer au vote, 200 sur 216 votants ont voté pour. C'est ça la Tunisie. Donc chacun essaiera d'optimiser. Pour poursuivre les mauvaises nouvelles, je vais commencer par les mauvaises nouvelles avant d'arriver aux bonnes. Le rapport qui nous a été soumis à la Commission Finances cette année pour étudier le projet de loi de finances de 2014 donne un graphique en V qui est très classique. C'est la part de la dette par rapport au produit intérieur brut qui a baissé jusqu'en 2010. Elle a baissé jusqu'au chiffre de 40,5%. Et depuis lors, depuis la Révolution, elle ne fait qu'augmenter. Nous sommes à environ 50% actuellement. Et la question fondamentale a été posée par Mohamed. À quoi a servi cette dette? Est-ce qu'elle a servi la Révolution? Est-ce qu'elle a servi à donner à la Tunisienne et aux Tunisiens la dignité qui se compose de deux éléments, l'emploi réel et le revenu respectable? Ni l'un ni l'autre n'ont été obtenus. Cette dette, nous allons le voir, a été utilisée surtout pour acheter du temps. Que ce soit dans le gouvernement de Mohamed Ranouchi, dans le gouvernement de Silbeji, dans le gouvernement de Si Hamadi ou dans le gouvernement de Si Ali. Un exemple très simple, quand il a fallu créer des postes d'emploi fictifs en Tunisie après la Révolution, on a créé les Hadayr. On payait les gens 130 dinars par mois. Nada arrive au pouvoir, c'est Hamad, et il dit 130 dinars, mais c'est ridicule, ça ne permet de rien faire. On en a fait 230 dinars. À l'Assemblée nationale constituante, nous avons reçu des hommes qui ont cru notre discours les appelant à investir en Tunisie. De la région de Sidi Bouzid, ils ont cru en nous et ils ont investi. Ils ont planté des champs de pommes de terre. Ils sont venus au Pardo, des hommes, mais avec des larmes aux yeux, en nous disant « Toute ma récolte de pommes de terre est prête à être cueillie, mais je ne trouve personne pour venir la sortir de terre. Elle est en train de pourrir sous la terre. » Voilà comment on utilise nos ressources de manière absolument non rationnelle. Et voilà ce qui s'est passé. Vous allez me dire, c'était une période d'apprentissage pour les uns et pour les autres. Je ne veux jamais douter de l'intention de ceux qui arrivent à la décision. Je dis que nous sommes aujourd'hui à un âge où ce qu'on perd, d'autres le gagnent à nos dépens. Il faut remonter la pente. Donc, la dette n'a pas servi à la croissance, à la création de richesses et à sa répartition équitable. Et nous, dans l'Alliance démocratique, nous répétons tout le temps que nous sommes pour une politique de répartition équitable des richesses tunisiennes, mais seulement après les avoir créées de manière équitable, de manière efficace. Parce que si on ne crée pas de la richesse, qu'est-ce qu'on va distribuer? De la pauvreté. Et les exemples existent. La Grèce distribue de la pauvreté. Chypre distribue de la pauvreté et c'est vrai ce que vous avez dit. En France, la crise n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Elle va être très dure. Aux États-Unis, elle est encore plus dure. Les États-Unis, aujourd'hui, sont un pays en voie d'appauvrissement. Et s'ils gardent en partie leur apparence de richesse, c'est grâce à deux choses, leur armée
les dépenses militaires américaines représentent aujourd'hui la moitié des dépenses militaires mondiales. Et deuxièmement, un système financier qui est devenu un système financier virtuel, bravo, et non pas un système financier réel. Je vous cite un seul chiffre. Soros, qui s'est enrichi grâce à ce système financier virtuel, en faisant des paris contre la livre anglaise, a rappelé qu'en 1945, la part des bénéfices allant aux banques et aux marchés financiers ne représentait que 7% de tous les bénéfices de toutes les entreprises américaines, agriculture, industrie, cinéma, etc. 7%. C'est donc logique. Les banques contribuaient à 7% de création de valeur. En 2008, à la chute de Lehman Brothers, quel était ce pourcentage qui allait aux banques et aux compagnies d'assurance par rapport au total des profits des entreprises américaines en pleine crise? Plus de 40%. Est-ce qu'on peut dire que les banques américaines, que les marchés financiers américains contribuent aujourd'hui à 40% de la vraie création de valeur, des vrais emplois, dans un pays où 38 millions de personnes n'avaient pas de couverture sociale? Donc vous comprenez que le monde est en train de changer. Le monde est en train de devenir très dur pour ceux qui ne choisissent pas l'économie réelle, la croissance réelle, qui ne choisissent pas la dignité à la tunisienne. Parce que le modèle tunisien n'est pas que politique. Il est social, il est économique, et je pense que nous, dans l'Alliance démocratique, nous avons une responsabilité, c'est de traduire cela, comme l'a dit Sofiane tout à l'heure, en programme. Ou si Chokri, d'ailleurs je vois en masse, si Chokri, où est-ce qu'il est? Il est dans la salle? Il est juste dans le couloir. Si Chokri, bon, il fume sa cigarette. Mais si Chokri, je dois lui rendre hommage, et rendre hommage à Si Sofiane, si Chokri, toutes les réunions de l'Alliance démocratique, il y assiste depuis Paris ou depuis l'endroit où il est, parce qu'il est skypé avec nous. Et ses remarques sont tout à fait pertinentes. Si Sofiane, moi je me doute qu'il a un clone. C'est-à-dire qu'il y a deux Sofiane, il y en a un qui est toujours à Tunis, l'autre qui est toujours à Paris, et je ne sais pas comment il se débrouille, mais il est vraiment hyper actif avec nous tous. Donc je leur rends à tous les deux un très très grand hommage. Aujourd'hui, le plus facile a été fait. Vous allez me dire, mais c'est pas facile de faire une constitution qui est adoptée par une majorité écrasante de députés qui se sont chamaillés, qui se sont engueulés, qui se sont insultés. C'est pas facile d'arriver à convaincre un parti qui a gagné des élections de quitter le gouvernement. Et c'est vrai que nous avons, nous, Alliance démocratique, joué un rôle important pour convaincre, pas la majorité, mais les décideurs, de quitter le gouvernement, pour qu'il y ait le gouvernement actuel qui va préparer les vraies élections. Ce n'est pas facile de vivre dans une Tunisie où, quand la légitimité du vote ne suffit plus, l'exemple égyptien est là pour nous le montrer, eh bien une autre légitimité que les Tunisiennes et les Tunisiens ont inventée. C'est la légitimité de la recherche du consensus, du wifaq. Et ça, c'est une légitimité que tout le monde a acceptée. Et ce sera la voie de sortie économique et sociale pour la Tunisie de demain. Parce que je vais commencer par la conclusion. Nous réclamons maintenant, au-delà des programmes que nous allons soumettre, nous réclamons un dialogue, non plus politique, mais un dialogue économique et social. Parce que si nous sommes arrivés à avoir une ébauche de consensus politique en Tunisie aujourd'hui, qui va tenir jusqu'aux élections, puis après Dieu sait ce que seront les combinaisons possibles pour les 5 années à venir, du point de vue économique et social, nous sommes beaucoup plus loin les uns des autres que vous ne le pensez. Lors de la discussion des différents articles de la Constitution, nous avons vu qu'un certain nombre d'articles étaient le sujet de querelles très profondes. Pourtant, tout semble nous rapprocher. Il y a 1 an et demi, j'étais invité à Harvard pour une semaine Tunisie.
on m'a fait habiter dans un petit appartement d'étudiants. Et on m'a dit l'appartement à côté était celui de Mark Zuckerberg. Et on a voulu vous mettre à côté. J'ai dit pourquoi? Je ne fais pas d'informatique. Non, ils m'ont dit, Mark Zuckerberg, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une moubadra, une innovation. Il a démarré une entreprise. Ça s'appelait Facebook, qui vaut maintenant plus de 100 milliards de dollars en bourse. Eh bien, à la même époque, un monsieur qui s'appelait Mohamed, il a monté une moubadra qui consistait en un chariot, des fruits, et il les vendait. C'était son entreprise. L'un a une entreprise qui vaut 100 milliards de dollars, l'autre, il s'est brûlé. Donc, nous devons nous poser des questions, maintenant, après la Révolution, pour que tous les jeunes Mohamed et toutes les jeunes Inès, elle est là, quand ils ou elles veulent démarrer quelque chose, eh bien, que l'État soit là pour leur préparer le terrain, pour qu'elles aillent au bout de leurs rêves, comme les autres sont en train d'aller au bout de leurs rêves. Pour dire comment je vois ça, pendant les quelques minutes qui me restent, je voudrais faire quelques remarques sur le caractère spécifique de notre réunion aujourd'hui. Elle a lieu en dehors de Tunis, c'est vrai, mais il faut savoir que 15% des Tunisiennes et des Tunisiens vivent en dehors de Tunisie. Que vous représentez parmi ce qu'on peut appeler, sans avoir peur, l'élite, que ce soit dans le domaine universitaire, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la réalisation en entreprise, dans le domaine administratif, dans le domaine médical, etc. etc. Certains, à Tunis, disent ça, c'est de la perte de cerveau, la fuite de cerveau. En anglais, brain drain. J'utilisais le terme brain drain jusqu'au moment où le directeur du Centre d'études nucléaires européen à Trieste a tenu une conférence. Il est indien et il a dit, sa conférence, il a appelé From Brain Drain to Brain Gain. Depuis la fuite du cerveau jusqu'à l'enrichissement des cerveaux. Pourquoi je dis ça? Une étude de Bercy est allée voir à Silicon Valley la nation